Bonsoir. On est là prêt pour le deuxième talk de la soirée de la rentrée des speakers. Et là, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Audrey et Sébastien. Vous venez sur scène, s'il vous plaît, les amis. Coucou. Hello. Salut. Bon, bah, maintenant, je vais vous laisser la scène. Et comme d'habitude, vous pouvez poser les questions sur l'onglet Q&A que nos speakers répondront après le talk et après il y aura la partie chat sur les tablets. Bon, bah, à tout à l'heure. Ok. Bon, et ben on va pouvoir commencer. Bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de Spring Boot revisité avec Kofu et Jafu, et on va préciser un peu ce que sont Kofu et Jafu après. Donc moi, je suis Sébastien Deleuze. Je travaille chez VMware en tant que committeur Spring Framework. Et Audrey, je te laisse te présenter, même si tout le monde te connaît déjà. Donc Audrey, je travaille chez VMware également. Je travaille sur le projet Reactor et je contribue sur SpringFu. Alors, du coup, ça, c'est un petit avertissement parce que du coup, ce qu'on va raconter là peut changer parce que c'est du travail de R&D. Et là, en l'occurrence, on parle d'un projet vraiment expérimental. De tout ce qu'on annonce peut changer grandement. On a le droit de tout casser. Voilà, on a le droit de tout casser. C'est un avantage du projet. Et donc aujourd'hui, on va parler alors du contexte, de pourquoi on travaille sur ce genre d'approche un petit peu fonctionnelle côté Spring. On va vous parler de l'actualité Kotlin, de l'actualité Java qui bouge assez vite maintenant. On va parler donc du projet SpringFu et donc de ces deux DSL Kofu et Jafu. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les applications natives avec GraalVM. Audrey vous fera une super démo avec Pet Clinic en version Kofu. Vous verrez, c'est assez différent de ce dont on a l'habitude de faire avec Spring. Et puis, on parlera un petit peu de la roadmap après. Alors, le contexte. Donc le contexte, c'est des langages utilisés pas mal en entreprise, donc bien sûr Java, mais aussi Kotlin, qui ont beaucoup évolué. Donc Kotlin, il est passé du statut de langage un peu expérimental, utilisé par 0,001% des développeurs, à quelque chose qui a une utilisation significative, notamment de par l'utilisation sur Android, mais aussi par d'autres aspects, notamment l'utilisation côté serveur qui se fait de plus en plus importante. Et puis Java qui avait un peu du mal à évoluer et qui maintenant évolue très vite. Alors un peu poussé par Kotlin, mais aussi de son propre fait. Et donc on a Java 17 qui sera la prochaine version LTS. La version LTS actuelle, c'est Java 11, qui sera disponible l'an prochain. Et ce Java 17, il va nous fournir tout un tas de nouvelles fonctionnalités assez sympas à utiliser. L'autre élément de contexte, c'est que dans Spring Framework, depuis la version 5.0, qui est déjà sortie il y a quelques années, il y a quelque chose qui s'appelle les Functional Bean Registration. Donc, c'est le fait d'enregistrer des beans avec des lambdas, qui est présent depuis tout ce temps-là et qui est encore assez peu utilisé dans Spring Boot ou dans d'autres choses. Donc, le potentiel, il est assez important. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu, comment utiliser un peu mieux ce potentiel pour vous fournir des nouveaux modèles de programmation et de configuration. Alors maintenant, on va parler langage. On va se pencher un petit peu plus sur Kotlin. Pourquoi Kotlin ? Comme Sébastien le disait, alors effectivement, Kotlin, c'est un petit peu le dernier langage alternatif JVM qui est apparu, mais c'est un langage qui a eu une adoption très très forte. Bien évidemment, le fait qu'Android, que ce soit un langage officiellement supporté par Android depuis 2017, a beaucoup joué. Mais malgré tout, ce qui est intéressant par rapport à d'autres langages sur la JVM, c'est qu'on voit que la tendance, elle continue à grandir. Il n'y a pas de ralentissement ou de tassement. Si on compare à Java, on peut effectivement avoir l'impression que l'adoption est un peu mineure. En fait, c'est pas du tout le cas. Si on regarde les chiffres, l'adoption, elle est vraiment hyper importante. On voit beaucoup de projets qui soit démarrent directement en Kotlin, soit qui migrent en Kotlin, que ça soit dans des startups, dans des grosses entreprises, etc. Donc, si on combine un peu ça avec le fait que l'intérêt continue à grandir, ça indique que le langage, il est plutôt là pour rester. Alors nous, il y a plusieurs choses qu'on aime bien chez Kotlin, chez ce langage, en fait, notamment le fait qu'on va avoir un retour, ce qu'on appelle le signal to noise ratio, mais on va avoir un retour très rapide au niveau du code.
c'est par exemple le fait qu'on puisse déclarer très très simplement un POJO, qui est quand même quelque chose qu'on utilise tous très fréquemment. En Kotlin, c'est plutôt simple. Vous allez faire une data class. Cette data class, elle aura à la fois ses variables et son constructeur déclaré en même temps. Vous allez pouvoir passer des paramètres par défaut. Vous allez pouvoir, vous n'allez pas avoir besoin de déclarer tout ce qui est equals, hashcode, toString, etc., les getters et les setters, parce que ils sont générés automatiquement par le langage. Donc ça enlève quand même beaucoup de bruit. Et puis, il y a un dernier truc un peu important, c'est que les data classes, par exemple, sont immutables par défaut. Le langage est vraiment porté sur l'immutabilité, ce qui est toujours plus rassurant quand vous codez. Et d'ailleurs, en parlant de sécurité, on va parler plus précisément de null safety, puisque Kotlin a un petit peu retourné cette erreur originelle du langage Java, qui est la null pointer exception, en ayant adopté une façon de gérer le fait qu'il n'y ait pas de valeur nulle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le langage va vérifier la présence la nullabilité d'une variable ou d'un paramètre, etc., à la compilation. Donc ça, c'est assez intéressant parce que d'abord, ça fait que vous avez des erreurs de compilation et pas des erreurs au runtime, et ça fait que vous êtes protégé tout le long. Vous n'allez pas essayer de malencontreusement faire un equals, par exemple, sur une variable ou un paramètre qui est nul. Chose qui nous arrive quand même assez souvent en Java. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déclarer de variable nulle, hein, on peut tout à fait le faire. On va utiliser, en fait, la syntaxe va nous permettre de le déclarer clairement, on va mettre un point d'interrogation. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a déclaré cette variable nulle, tout au long de la suite du programme, dans la suite du développement, en fait, l'API va nous guider pour nous protéger, continuer à nous protéger contre cette null pointer exception avec ce qu'on appelle les safe calls. Il y a la partie découvrabilité du langage. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, Seb et moi, on est un petit peu, on n'est pas forcément très patient quand on a un nouveau joujou à expérimenter. On n'a pas envie de passer des heures à lire de la doc, à apprendre les conventions. Enfin, on va dire que si le ticket d'entrée est très grand en termes d'apprentissage, ça ralentit un peu le plaisir. Et là, avec Kotlin, c'est pas du tout le cas. On a un langage qui se découvre très très bien par APIs, qui, en fait, ayant moi-même fait la transition de Java à Kotlin, c'est vraiment un langage dans lequel on monte en compétences très vite, très facilement, donc c'est vraiment super agréable. Un autre des points forts du langage, c'est qu'il est multiplateforme. Donc, en fait, vous allez pouvoir partager votre code et donc également votre métier entre votre back-end, entre votre front-end avec Kotlin.js et même avec des applications natives, que ce soit iOS ou Android, grâce à la partie Kotlin native. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et puis, il y a la partie plaisir, parce que c'est pas parce qu'on code pour manger et payer le loyer qu'on ne doit pas s'amuser. Et c'est vrai que Kotlin est assez... et c'est vraiment, coder en Kotlin, c'est ultra sympa, c'est fun, c'est léger. Donc, c'est quelque chose d'aussi assez important, surtout quand on apprend un nouveau langage. Alors maintenant, pour parler du support de Kotlin dans Spring, on est pas mal de développeurs Spring à adorer Kotlin, à vraiment croire dans le langage. Et donc, on a souhaité, ça fait plus d'1 an maintenant, qu'il y ait un vrai support première classe pour Kotlin dans Spring. Donc déjà, en fait, si vous allez sur le starter, sur start.spring.io, vous allez bien entendu pouvoir choisir si le projet que vous voulez générer sera écrit en Java ou en Kotlin, mais vous allez également pouvoir vous servir du DSL Kotlin pour Gradle. Donc, vous avez vos langages préférés, vous avez votre outillage favori également. Vous pouvez simplement continuer à coder comme vous faites d'habitude. Si vous jetez un œil à la documentation de référence de Spring Framework, vous verrez que tous les exemples sont disponibles et en Java et en Kotlin. En fait, vous avez juste à changer de tab et pour voir l'exemple dans chaque langage. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est pas... en gros, on ne s'est pas servi d'IntelliJ pour prendre le code Java et générer le code Kotlin, ce qui fonctionne assez bien, mais qui ne vous donne pas forcément un Kotlin purement idiomatique. Là, ce sont des exemples écrits directement en Kotlin. Donc, l'autre aspect intéressant, c'est que ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre apprentissage de langage. Si vous allez dans la partie guide du site, vous verrez qu'il y a un tuto qui a été écrit par Sébastien qui vous explique comment vous pouvez construire votre web app en Spring Boot et Kotlin d'un bout à l'autre.
Bien entendu, le code est disponible sur GitHub. Et puis, donc, à l'heure actuelle, le support dans la version courante, on a des extensions Kotlin qui nous donnent une API qui est purement idiomatique. On vous garantit la null safety pour 100% des API de Spring Framework. Donc, au moins, ça vous garantit une intégration vraiment forte entre le framework et le langage. On supporte les classes immutables, donc vous n'avez pas à changer votre manière de coder en Kotlin. Vous pouvez continuer à utiliser des data classes, par exemple. On a 3 DSL majeurs, donc qui sont Bean, Web et Sécurité, qui sont disponibles en Kotlin. Et puis, on supporte les coroutines, puisque les coroutines, en fait, c'est la manière dont on va faire de la programmation réactive en Kotlin. Alors, qu'est-ce qui arrive dans la prochaine version, la 5.3 ? Bah, déjà, on aura le support de la sérialisation Kotlin. On aura le support de la dernière version de Kotlin, la version 1.4 qui est sortie là en milieu du mois d'août. Et on aura une meilleure documentation puisqu'en fait, on va passer sur la dernière version de Doka qui est l'outil de documentation du langage. Et donc, ça nous permettra normalement d'avoir quelque chose de plus clair, plus joli. Alors maintenant, si on revient sur Java, la bonne nouvelle, c'est que Java n'est pas mort. Loin de là, en fait. Java a beaucoup bougé ces dernières années. Et il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que depuis l'introduction des lambdas en Java 8, dans quasiment chaque version, on a eu des fonctionnalités qui nous permettent d'envisager Java comme un langage de programmation fonctionnelle, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors, pour nous, probablement la fonctionnalité la plus importante, c'est l'introduction des records. En fait, les records sont très proches des data classes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on a enfin en Java une manière très simple de déclarer des POJO. On va pouvoir, comme vous le voyez, on n'a pas besoin de déclarer tout ce qui est getters, setters, etc. Donc, on allège le code de la même façon, on le rend beaucoup plus lisible. Les classes sont immutables également par défaut. Donc, on a vraiment une équivalence entre les deux concepts. Mais c'est pas tout, puisque, par exemple, l'expression switch, elle a été retravaillée pour être utilisée en... J'ai plus les mots en français. Comme un statement ou... je suis désolée, j'ai plus tous les mots en français. Donc, comme une référence, comme une expression, pardon. Et ça, en fait, c'est un travail qui a été initié pour, en fait, amener la switch expression à gérer du pattern matching dans un futur, on l'espère, proche. Pattern matching qui est déjà disponible pour Instance of, ça c'est depuis la version 14. Les switch expressions, elles ont été retravaillées en version 13. Et chose très intéressante dans la version 15, c'est qu'on a l'introduction des sealed classes. Alors, les sealed classes, si vous ne connaissez pas Kotlin, puisque c'est vraiment exactement, encore une fois, le même concept qui est porté, ce sont des sets de classes. C'est-à-dire que vous allez avoir une classe parente qui va pouvoir définir quelle classe a le droit d'hériter d'elle. Donc, vous allez avoir un ensemble défini de classes qui ont le droit d'hériter, et ça va permettre, en fait, c'est une grosse pierre sur le chemin d'un vrai pattern matching en Java. C'est hyper important pour pouvoir faire de la vraie programmation fonctionnelle. Sur le long terme, on a également plusieurs projets importants qui sont sur la table. Donc, je pense que le plus célèbre, le plus attendu aussi probablement, c'est le projet Loom qui va nous apporter pas mal d'améliorations. Donc, on aura les fibers. En fait, les fibers, ce sont des threads, mais beaucoup plus légers. Les continuations, alors, continuation, ça va être l'équivalent des coroutines en Kotlin. Et puis, les tail calls elimination pour la JVM, mais ça viendra dans un futur beaucoup plus lointain. Les 2 premiers morceaux sont déjà des beaux morceaux, donc voilà, celui-là, on le verra arriver plus tard. Le projet Panama, de son côté, lui, il travaille sur l'interconnexion entre la JVM et le code native. Et puis, il y a aussi quelques fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, qui, à l'heure actuelle, sont incubées dans le projet Valhalla. Par exemple, il y a la réification des types génériques. Merci Audrey. Alors, on va activer la caméra, voilà, c'est tout bon. Alors maintenant, on va parler un peu plus de Spring Foo. Qu'est-ce que ce projet mystérieux ? Donc Spring Foo, c'est un projet qui a été créé il y a, je crois, à peu près 2 ans maintenant. C'est un incubateur pour une façon différente de développer des applications Spring Boot.
Donc c'est une façon de programmer Spring Boot basée sur la programmation fonctionnelle. Donc en gros, au lieu d'utiliser des annotations pour décrire vos différents composants, vous allez utiliser des constructions plus fonctionnelles, plus de lambda, et voilà, ce genre de choses. Donc vous allez décrire votre configuration Spring Boot via une DSL pour configurer votre application. Donc il y a 2 DSL qui ont le même scope fonctionnel. Kofu, donc Kofu c'est pour Kotlin Functional DSL et Jaffu pour pareil pour Java. Donc les deux ont vraiment le même scope, c'est-à-dire ce qui est supporté dans Kofu, c'est supporté dans Jaffu et inversement. Mais les deux DSL sont différentes parce que les deux, voilà, il faut que ce soit adapté à Kotlin ou à Java pour que le modèle de programmation soit idiomatique. Alors, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qui est pareil que dans Spring Boot. Donc là, on va voir les points qui sont vraiment identiques par rapport au développement d'une application Spring Boot basée sur les annotations, puis après on verra les différences. Donc le premier point, c'est qu'on commence un projet avec Kofu et Jaffu en créant son projet sur start.spring.io. Ça ne change pas. Vous allez sélectionner vos dépendances, vos starters, etc. C'est basé sur la même infra que Spring Boot, c'est-à-dire que c'est la même infra, c'est juste qu'on l'utilise différemment. Ça reste de la configuration de l'écosystème JVM côté Spring, mais voilà, encore une fois, utilisé différemment. Vous allez continuer à utiliser le dependency management de Spring Boot, c'est-à-dire que Spring Boot définit une plateforme avec des versions de référence qui ont été testées pour fonctionner ensemble. Là, tout pareil, dans votre pom.xml ou dans votre fichier Gradle, vous allez continuer à ne pas spécifier la version par défaut et à utiliser celle de Spring Boot par défaut. Les starters des actuators, ça sera pareil. Et puis le modèle de déploiement et d'exécution basé sur des jars exécutables ou sur un déploiement à base de containers, ça reste exactement la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui change? Donc là, on va essayer de comparer point par point. Ce qui change, c'est que Spring Boot, il est basé sur des conventions. Des conventions, ça va être par exemple d'avoir un fichier application pour properties ou YAML qui va être automatiquement reconnu par Spring Boot. Et ça, il faut le savoir. Donc, vous allez devoir l'apprendre en lisant la documentation ou par l'expérience. Mais c'est une convention, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément explicite. Ce n'est pas vous qui allez le préciser dans votre application. Ces conventions, elles sont aussi très pratiques parce que ça vous permet d'avoir du code moins verbeux et d'avoir tout un tas de trucs pratiques automatiquement. Le deuxième point très important des applications Spring Boot traditionnelles, c'est l'autoconfiguration. Spring Boot, il va configurer votre application en fonction de ce qui est dans le ClassPath. Par exemple, il va rajouter les converteurs Jackson dans Spring MVC parce que Jackson est dans le ClassPath. Donc, vous avez des unconditional on class, mais vous avez aussi tout un tas d'autres conditions, des add conditional on beans, add conditional on properties. Vous avez plein de choses qui vont configurer votre application en fonction du ClassPath, en fonction des beans déclarés, en fonction des fichiers de configuration que vous avez définis. Et ce qui fait que c'est très pratique, mais en même temps, des fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi telle fonctionnalité va s'activer. Vous allez peut-être avoir des inefficiences dues au fait que, vu que vous avez quelque chose dans le ClassPath, il y a telle fonctionnalité qui est lancée, mais vous, pour votre application, vous ne l'utilisez jamais. Et donc, vous allez peut-être utiliser de la mémoire ou du CPU pour rien. Spring Boot, de son côté, lui, son principe, c'est de la déclaration explicite, c'est-à-dire qu'il va vous fournir une API qui va vous permettre de déclarer explicitement les choses. Et on va le voir après avec les exemples de code, c'est assez différent. Au lieu d'être basé sur des annotations, on va utiliser plutôt des constructions fonctionnelles. Donc voilà, lambda, etc., méthode référence, et puis des API, ce qu'on appelle des API fluent avec des appels chaînés. Côté Spring Boot, on va utiliser de la réflexion, alors que côté Spring Boot, on va utiliser plutôt des lambda, tout simplement. Et donc Spring Boot, il est production ready, c'est le framework le plus utilisé côté JVM, alors que Spring Boot, on en est encore au stade expérimental et incubation, donc soyez indulgents, merci beaucoup. Alors là, on va prendre 4 exemples et on va aller de l'exemple classique de l'application Spring Boot Java qui expose un petit endpoint avec Spring MVC. Donc là, vous voyez, c'est l'exemple le plus classique qu'on peut avoir. C'est une application Spring Boot avec des annotations, Add Spring Boot Application, écrite en Java. On voit que c'est quand même relativement concis, et donc ça, c'est notre base. Ensuite, on peut la convertir en Kotlin. Donc là, on voit que c'est un peu plus concis. On n'est pas obligé d'encapsuler de manière un peu artificielle son main dans une classe, donc c'est un peu plus propre.
On voit que pour les méthodes qui sont très courtes, donc des one-liners, on a cette syntaxe avec un égal qui nous permet d'aller encore plus vite. Après, la structure, elle reste la même. C'est un peu plus concis en Kotlin. Après, on peut comprendre que les gens, ça ne les fasse pas switcher automatiquement. Ça, voilà, ça se vaut, c'est un peu plus court, un peu plus lisible, mais c'est pas non plus. On reste dans la même approche, quoi. Alors là, on change complètement d'univers, on passe côté Jafou. Donc, faut savoir qu'à la base, Jafou, il n'était pas inclus dans Spring Foo. Moi, Jafou, la version Java, je l'ai inclus après, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui demandaient la parité entre Java et Kotlin. Et voilà, donc Jafou, il est un peu plus verbeux. Donc, si vous trouvez ça un petit peu verbeux, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage pour l'utiliser. On voit qu'on décrit le fait qu'on utilise une application web de manière explicite et ensuite on va avoir des lambdas qui vont nous permettre de configurer tout ça. On va avoir une DSL web qui est basée sur la DSL web qui est directement intégrée dans Spring Framework mais là utilisée d'une autre façon. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est explicite, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait Jackson dans le ClassPass ne suffit pas à avoir le support JSON, vous allez le configurer explicitement. L'inconvénient, c'est que vous devez y penser. L'avantage, c'est qu'il y aura uniquement ces deux converteurs qui seront configurés et pas forcément le support pour les formulaires ou autres joyeusetés qui peuvent être configurés automatiquement. Côté handler, vous voyez qu'à droite, on a des fonctions qui prennent en entrée un server request, qui renvoie une server response, et vous avez une API à votre disposition. Alors là, j'ai utilisé les static imports pour décrire les choses. Alors c'est une autre façon de faire que les contrôleurs basés sur les annotations, mais vous voyez que là, voilà, je pense que le fonctionnement se comprend assez facilement. Et donc maintenant, on passe sur la version Kofu. Et là, je pense qu'on voit une différence beaucoup plus significative qu'entre notre comparatif de la version annotation. Là, vous voyez que du coup, en termes de lisibilité, quand vous faites du code fonctionnel, quand vous faites de la configuration fonctionnelle comme ça, ce n'est pas le même univers parce que Kotlin est fait pour ce genre d'utilisation. Kotlin a des fonctionnalités spécifiques à l'écriture de DSL qui nous permettent d'exposer une API comme ça. Alors, c'est vraiment exactement la même fonctionnalité, hein, c'est exactement le même code, mais beaucoup plus lisible, moins de bruit, et là on voit pourquoi on considère, Audrey et moi en tout cas, chacun est fan de Java ou Kotlin ou Scala, voilà, mais je pense qu'Audrey et moi on préfère largement la version Kofu. Après, c'est intéressant d'avoir la version Java qui fournit les mêmes features avec du coup une syntaxe un peu plus verbeuse. Alors, en termes de scope, la version 0.4.0 qu'on a sortie récemment, donc côté web, côté serveur, on supporte Spring MVC, classiquement basé sur Tomcat, et puis le framework Webflux, qui est plus la partie support réactif. Il y a un support d'éco-routine pour la version Kotlin. Côté client, on a le Web Client, on a le support Cores, on a Jackson, Teamleaf, Moustache, et puis on va ajouter d'autres choses, mais vous avez de quoi vous amuser pour voilà, une application web. Côté data, on a maintenant le support JDBC. Il nous manquait le support SQL bloquant. Donc maintenant, c'est le cas. On a le support de JDBC et de R2DBC, qui est la version réactive quand on fait du SQL. Et donc là encore, vous avez accès soit à une API basée sur Reactor, qui est similaire à Java, soit à une API coroutine. Le support NoSQL avec Redis, Cassandra, MongoDB, et puis des API de configuration plus classiques, logging, beans et puis listeners. Alors, on va comparer un peu l'efficacité côté JVM sur l'application PelClinic, sachant qu'on n'a pas encore, côté Kofu, on n'a pas encore optimisé à fond, mais donc vous voyez que notre application PelClinic en Java, elle démarre en 2 secondes et demie, et puis elle consomme en gros 400 mégas de RSS. Donc RSS, c'est la totalité de la mémoire après utilisation des endpoints sur l'application en question. Et côté PelClinic, vous voyez qu'on est à 300 mégas et un démarrage un peu plus rapide. C'est pas, on se base, le focus, c'est vraiment sur fournir un autre modèle de configuration. Après, si on peut avoir des gains en termes d'efficacité, c'est pas mal. Vous verrez que le gain côté application native, il est aussi significatif. Alors, une grande nouveauté, c'est que du coup, je suis plus tout seul sur le projet donc, que j'ai lancé il y a 2 ans. Il y a Audrey qui a rejoint l'équipe, donc qui travaille sur Kofu. Donc merci Audrey d'avoir rejoint l'équipe, c'est bien cool. Il y a François qui a également rejoint l'équipe pour bosser sur Kofu. Et puis on a Ariane qui est un committer Spring Framework comme moi et qui lui bosse plus sur la partie Jafou. Donc Ariane, c'est celui qui a conçu les applications, les
les DSL web pour Webflux, WebMVC, et qui pousse aussi pas mal tout ce qui est fonctionnel, mais plus côté Java, lui, donc ça fait un espèce d'équilibre, même si bon, j'ai quand même une petite préférence pour Kofu, et donc équilibre pas tout à fait respecté, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, on va parler un petit peu avant la démo des applications natives, qui est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment en parallèle du travail que je fais sur Kotlin. Alors, les applications natives, c'est quoi? C'est le fait de compiler des applications Java ou Kotlin. Alors après, d'autres, ça supporte des applications basées sur du bytecode JVM, hein, donc d'autres langages sont supportés, mais nous, principalement Java et Kotlin. Et donc, on va compiler ça vers un exécutable natif, un peu comme on peut avoir en Go, par exemple, hein, un exécutable natif qui peut être statiquement linké, qui va pouvoir fonctionner tout seul dans un container léger. Et ça se fait grâce à un projet qui s'appelle GraalVM, qui est un projet démarré il y a 7 ou 8 ans par Oracle. C'est un projet de R&D autour des compilateurs et qui fournit pas mal d'éléments. Et donc, un sous-ensemble de GraalVM, c'est GraalVM Native, également appelé Native Image ou Native Image Builder. Et donc, c'est un process qui permet de convertir du bytecode en exécutable natif et qui offre des caractéristiques de runtime un petit peu différentes, comme on va le voir après, et qui permet aussi de créer des containers légers, puisqu'on n'a pas embarqué les JVM, c'est l'exécutable natif comprend votre application, les bouts de JVM utilisés, pas besoin de dépendance vers des libs si vous utilisez la compilation statique, et donc c'est assez bien adapté au container. Les deux avantages majeurs, c'est démarrage instantané, ce qui nous permet de faire du scale to zero, donc c'est-à-dire que quand votre application n'est pas utilisée, eh ben, le container qui la contient, du coup, est éteint. Et donc, avec des plateformes type Knative, ça marche très bien et ça permet de faire pas mal de buzzwords, hein, mais du serverless avec n'importe quel type d'application. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de péter votre modèle de programmation pour tout développer en fonction pour pouvoir ne pas payer quand votre application n'est pas utilisée. Vous pouvez le faire avec des applications web classiques. Et puis, une consommation mémoire réduite entre x5 et x3 de réduction en fonction de la taille de votre application. C'est surtout intéressant pour les petites applications, mais ça tombe bien, c'est souvent ce qu'on fait quand on fait des microservices. Alors, c'est pas magique, et c'est comme dans les jeux de rôle, vous allez avoir un nombre de points que vous allez distribuer dans différents critères, c'est juste que vous allez les distribuer différemment. En tout cas, pour l'instant, l'équilibre est à peu près respecté. Donc, autant les images, donc les exécutables natifs, ils vont être très très bons en démarrage, ils vont démarrer instantanément et en consommation mémoire. Côté performance, il va être un petit peu derrière. Alors, il y a des travaux en cours pour essayer de se rapprocher de la JVM, parce que la JVM, elle va optimiser votre code au runtime, elle va avoir un garbage collector assez évolué. Les images natives, pour l'instant, c'est un petit peu plus brut de fonderie, mais il y a des garbage collectors plus évolués qui sont en train d'arriver, des features qui visent à optimiser. On ne sera jamais à un niveau comme la JVM, mais en tout cas, avoir des optimisations au runtime qui sont un peu plus performantes pour se rapprocher de la performance de la JVM. En termes de maturité, même si GraalVM, c'est un projet de R&D qui a été commencé il y a longtemps, à la base, Native Image, c'était juste pour exécuter du code Java dans les bases de données Oracle, donc ça n'a pas du tout été prévu pour ce pourquoi on l'utilise actuellement. Et donc, il faut encore que la partie native, elle mature et qu'elle progresse pour que ça puisse faire tourner toutes les applications Java qui existent. Et puis, en termes de build, alors autant ça démarre rapidement, autant en termes de compilation, c'est lent et ça va consommer pas mal de mémoire et de CPU. Voilà, donc c'est juste des caractéristiques différentes. Et donc, en termes d'efficacité, là, vous avez un petit tableau où vous voyez que du coup, en termes de mémoire consommée, on a une grande réduction. Même si on reste sur une version annotation, on a quand même une bonne réduction et côté support des applications Spring Boot classiques, on est encore loin d'avoir fini les optimisations, donc vous pouvez compter sur le fait que ça diminue encore largement. Le démarrage, on voit qu'il est déjà quasiment instantané. Et pour la version Kofu, alors la version Kofu, je pense qu'en startup type, on est encore en dessous, mais de toute façon, c'est quasiment la même chose. Et donc en mémoire, vous voyez qu'on est encore en dessous. Et là encore, on n'a pas encore travaillé sur l'optimisation Kofu Jafou en termes de footprint, donc je pense qu'on pourra aller encore plus loin. Bon, l'intéressant, c'est qu'on voit que c'est une occupation mémoire qui est quand même significativement plus basse. Alors, on va passer à la démo. Donc, je vais commencer par arrêter ma caméra pour que vous puissiez
puissiez mieux voir le code. Je pense que tu peux la laisser, Audrey, parce qu'en fait, quand tu laisses le son, la fenêtre reste. Donc, je pense autant laisser la caméra. Ok. Ça, vous me verrez grimacer si j'ai oublié des bouts de code. Alors, on va passer quand même, voilà, en mode présentation. Donc, on a ici notre application Pet Clinic. Donc, l'application traditionnelle, classique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer ensemble sa configuration, justement. Et donc, pour ce faire, eh bien, on va commencer par déclarer une val. Donc, une val en Kofu, c'est une value immutable qui sera de type web application. Voilà. Donc, dans cette application, ce que je vais utiliser, je vais faire du web MVC. OK. Pour le front, on va faire du TeamLeaf. On va avoir, forcément, on va avoir un routeur qui va avoir besoin de ressources. Donc, on va lui passer sa config. Alors, comme vous le voyez, je suis dans du pur code. Hein. Donc là, eh ben, il faut que j'importe ma dépendance. Et puis, il y a une chose qui est intéressante, c'est que comme je suis dans du code, eh ben, j'ai de l'autocomplétion. Voilà. Donc, par exemple, là, ben, je sais qu'il va falloir que je déclare mes converters, puisque comme ça, vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on ne déclare pas explicitement ne sera pas chargé. Donc, là, on va utiliser, on va prendre string, on va prendre, alors, il va nous falloir Jackson, mais j'aimerais que l'indentation soit propre, donc on va mettre indent output true. Et puis, un petit dernier, alors, ressources, voilà. C'est très pratique pour faire du live coding, parce que si vous oubliez, vous avez l'autocomplétion. Ensuite, on va utiliser donc on va faire du MySQL, donc on va utiliser JDBC. On va avoir besoin d'un schéma de données, bien évidemment. On va avoir besoin de data qu'on va charger au démarrage. Et puis, notre application, elle est disponible en plusieurs langues, donc on va mettre l'internationalisation à dispo avec message source. Voilà. Et là, on va rentrer dans ce qui est pour moi la partie la plus intéressante, c'est que on va vous permettre, via le DSL, de composer votre configuration. Donc, par exemple, nous, si on prend le cas là, du Pet Clinic, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé la configuration par domaine. On l'a splitté entre le domaine owner, le pet, le vet, etc. On pourrait tout à fait imaginer, par exemple, avoir une configuration déclarée pour le dev, une pour l'environnement de test, une pour la prod. Et ce qu'on va faire à partir de là, c'est que on va déclarer, on va mettre à disposition notre configuration. Donc, on va avoir un système config qui va gérer l'URL d'entrée. On va avoir un pet config, un vet config, visite et owner. Voilà. Et donc là, par exemple, alors si on va voir le owner config pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je tente désespérément de fermer le projet sur le côté qui ne veut pas se cacher. Voilà. Et donc, notre classe owner config, c'est en deux parties. On a une val owner config qui est de type configuration DSL. Donc là, on utilise en fait, on va déclarer la configuration des bins pour cette partie du domaine et on va se servir pour ça de la fameuse API dont Seb vous parlait en vous disant que c'était un petit peu le trésor caché de Spring Framework 5, qui est ce bin registration functional. Et donc, on va déclarer notre repository, notre handler et nos routes. Normalement, en fait, on ne déclare pas les bins comme ça. Ce qu'on ferait, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que là, pour la compilation native, on a une petite incompatibilité. Donc, on va directement utiliser la méthode reference. Et là, ce qui va se passer, c'est que notre bin va être créé via une factory, il va être injecté automatiquement. En dessous, on a déclaré nos routes. Donc là, on s'est servi de l'autre DSL qui est disponible en Kotlin, qui est le router function DSL.
Alors, que je trouve particulièrement explicite, hein, c'est celui qu'on voyait dans les exemples tout à l'heure, puisque, vous voyez, donc là, par exemple, je peux directement déclarer mes strings pour déclarer les passes, et je peux faire du request nesting. Donc là, en utilisant la fonction nest, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué que pour toutes les routes qui commençaient par /owners, la résolution de cette route, elle allait se faire dans cette fonction. Et donc là, après, j'ai plus qu'à définir, si j'utilise la méthode get, par exemple, sur /new, dans ce cas-là, je vais appeler la méthode getOwnerCreationView. Et si, à contrario, j'utilise la méthode post sur le même endpoint, et dans ce cas-là, je vais utiliser la méthode addOwner. Et donc là, si on va jeter un petit coup d'œil à notre owner handler, donc c'est encore une fois une classe purement Kotlin, et on voit qu'on a des méthodes, donc c'est exactement ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les méthodes prennent la server request en paramètre, elles renvoient une server response, et puis on retrouve donc cette déclaration qui est très explicite, qui se lit, je trouve, très bien. On va dire, ok, tout s'est bien passé, donc tu vas rediriger sur cette vue avec le bon ID. Et puis, si on va aller jeter un œil, par exemple, à Owner, eh bien, Owner, sans surprise, c'est une data class, puisqu'on est en Kotlin, donc autant se servir de toute la puissance du langage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc une variable qui est nulle, tout le reste de nos variables sont immutables, mais l'ID est possiblement nul, puisque quand on crée un Owner pour la première fois, nous n'avons pas d'ID à fournir. Donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir la faire tourner, cette application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer notre méthode main. Et alors là, ça va être extrêmement compliqué, accrochez-vous bien. On va appeler notre val app qu'on a déclaré tout à l'heure, et on va appeler la méthode run dessus. Voilà. Et c'est tout. Et donc, non, hop, voilà. Si on démarre, donc ce qui est intéressant, c'est que là, comme on est dans du pur code, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre des points d'arrêt. Donc là, par exemple, je lance en debug. Voilà. Et voilà, on voit qu'on s'est arrêté là dans la déclaration du Jackson, par exemple. Donc, je vais le laisser continuer. Alors, ça fait que là, on a un temps de démarrage forcément qui est un tout petit peu plus long parce qu'on a mis ce point d'arrêt. Et si on va sur l'application... Bon, alors mon CSS est tout cassé. Je ne sais pas pourquoi, mais OK. Mais donc, on peut... si on va sur Find Owners... Ah, j'ai un effet démo, on dirait. Alors, est-ce que j'aurais oublié un morceau? Ça ne serait pas impossible. C'est une stack trace assez longue. Hein. Tac, tac, tac. J'ai un petit problème de sérialisation. Tac, tac, tac. Ok, peut-être essayer de la relancer, simplement. Hop. Donc, vous voyez, là, ça démarre beaucoup plus vite du fait qu'on n'ait pas le point d'arrêt. Ah, décidément, il ne va pas me charger le CSS aujourd'hui. Il est fâché avec le CSS. Okay. Ouais, c'est quand on fait un clean sur le truc, par contre, pour la initialisation, je ne sais pas. Bah là, a priori, il ne l'a plus, puisque donc j'ai si je fais find owner sans renseigner de champ, on voit qu'on a la liste des owners. Et voilà, donc on a les infos du owner, on peut rajouter des animaux, on peut rajouter une visite, par exemple, on a la liste des vétérinaires, etc. Voilà, donc ça, c'est pour la partie JVM. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aller voir la partie native. Donc, comment on fait du native à partir de cette application? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un premier coup d'œil dans le POM XML. Hein, si mes raccourcis veulent bien marcher. Sinon, on va faire comme ça. Hop. Et donc, là, par exemple, dans notre POM XML, on voit que on a notre plugin Spring Framework Boot, auquel on va donner un petit morceau de configuration. On va lui dire, voilà, tu vas builder une image native en utilisant ce builder avec ces variables d'environnement.
Ça, c'est la première étape. La deuxième, évidemment, c'est qu'on va avoir besoin de définir nos containers. Donc, on va, ici, on a dans notre Dockerfile 2 images déclarées. On a le MySQL Server et le Kofu Plate Clinic JDBC qui utilise ce MySQL Server. Et alors là, il y a une partie que je ne vais pas vous montrer parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un petit peu long, c'est le prix à payer pour avoir un démarrage instantané. Normalement, ce qu'on ferait après ça, c'est qu'on lancerait la commande nvn spring boot build image. Voilà, donc ça, c'est une commande qui met un petit peu de temps à s'exécuter. Vous voyez, 4 minutes 30. On va la lancer là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Docker Compose Up. Alors là, j'ai déjà le MySQL Server qui tourne pour que les logs soient plus lisibles. Je vais lancer le Kofu Plate Clinic et voilà. En fait, vous voyez, il est déjà démarré, donc il a mis vraiment très très peu de temps. Et là, si on retourne sur l'application, en plus, voilà, c'est beaucoup plus joli. J'ai la liste des vétérinaires, etc. Voilà, et donc c'est tout ce que ça demande de passer l'application en natif. Alors, on va revenir sur les slides. Voilà. Alors, le code de l'appli, il est disponible sur le repository GitHub, hein, évidemment. Si vous voulez l'exécuter seul, pensez simplement à l'importer séparément dans votre IDE, puisqu'en fait, SpringFoo est déjà un projet au-dessus. Ok, merci beaucoup Audrey. Et donc pour juste compléter sur le support natif, donc on aura du coup, c'est via le support Spring GraalVM Native et on sortira le support en version bêta courant décembre, utilisable avec Spring Boot 2.4. Et puis après, il y aura un support First Class qui viendra avec Spring Boot 3, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Et donc là, en termes de roadmap, qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous pouvez retrouver la roadmap SpringFoo qui est disponible sur le repo GitHub. Donc, vous verrez qu'il y a des versions qui vont arriver assez rapidement et puis d'autres dans un peu plus longtemps et qu'on va détailler maintenant. Donc, SpringFoo 0.4.1, ça va être la mise à jour avec Kotlin 1.4, puisque donc, on aura la version de Spring Boot qui sera basée là-dessus, avec aussi l'utilisation de Docker 1.4. Donc, l'idée, c'est que la DSL Kofu, elle sera beaucoup mieux documentée. Je veux dire, ça sera la même base, mais du coup, en termes de rendu HTML, ça sera beaucoup plus agréable en termes de navigation pour vous. La version 0.5, donc là, on sera basé en novembre sur la version finale de Spring Boot 2.4.0. On devrait ajouter le support Spring Security. Donc, il faut savoir que Spring Security, ils intègrent nativement une DSL Kotlin. Voilà, c'est eux qui la maintiennent. Et donc, elle est assez complète. Et donc, ce qu'on va faire, c'est comme pour la DSL Router, on va intégrer la DSL Spring Security au sein de Kofu. Et puis, pour Jafou, ça sera la DSL Java classique qui sera utilisée. Et en termes de changement, le switch qu'on fera, c'est que par défaut, les applications Jafou et Kofu, elles seront compilées vers des applications natives qui tournent sur des containers légers. Alors, pas pour les cycles de développement, on l'a vu, l'étape de compilation, elle est assez longue. Donc, vous continuerez à développer sur la JVM classiquement. Mais voilà, en termes de déploiement, déployer sur un container léger avec l'application native dedans, ça nous paraît être quelque chose de totalement adapté aux applications Kofu et Jafou qui sont nativement compatibles avec ce genre de plateforme, parce que tout ce qui est basé sur des lambdas va être connu beaucoup plus facilement. Et donc, l'idée, vous l'avez compris, c'est que côté Jafou, on souhaite utiliser les versions récentes. La cible de Jafou, c'est vraiment Java 17. Donc, les features qu'on a montrées, on garde quand même une certaine verbosité au niveau de la DSL Jafou de configuration, mais quand on considère l'ensemble de l'application Java avec de la programmation fonctionnelle, je pense qu'on va commencer à pouvoir faire des choses vraiment sympas avec Java 17 et Jafou. Donc, on mettra à jour dès que GraalVM Native supportera Java 15, 16, 17, ce qui devrait arriver dans les prochains mois. On travaille là-dessus avec l'équipe GraalVM. Alors, la stratégie pour les prochaines étapes, qu'est-ce que c'est ? La première, c'est, la stratégie principale, c'est vraiment de pouvoir générer automatiquement Kofu et Jafou
à partir de Spring Boot, qui serait la source de vérité, parce que actuellement, on a un problème de maintenabilité, on essaye de fournir une API fonctionnelle sympa, mais Spring Boot continue à évoluer assez vite, et en termes de qualité de maintenabilité, voilà, on se retrouve à courir un petit peu derrière, donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Et donc, l'idée pour ça, c'est d'utiliser de la configuration fonctionnelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Spring Boot, les configurations de Spring Boot, elles sont conçues avec des annotations. Donc ça, c'est le modèle que vous avez à gauche, add configuration, add bin. Vous avez aussi des add conditional, une classe et autre chose dont je vous ai parlé avant. C'est comme ça que sont écrites les configurations Spring Boot. Et c'est lisible pour un humain, mais pour un compilateur native image, c'est pas quelque chose qui est facilement compréhensible, et c'est pour ça qu'on doit ajouter de la configuration. À droite, vous avez le type de configuration, donc ça c'est la configuration fonctionnelle, donc en gros, vous allez avoir une functional interface qu'on va implémenter, et dedans, on va utiliser des lambdas pour définir comment vont être créés les différents bins. Et ça, c'est ce qui est utilisé au cœur de Spring Foo. Vous n'avez pas à écrire ce genre de choses directement, en tout cas pas avec la version Kofu, mais c'est vraiment comme ça que sont écrites les configurations fonctionnelles de Spring Foo. Et donc, l'idée qu'on va essayer d'implémenter, c'est de générer automatiquement la configuration fonctionnelle à partir des configurations basées sur les annotations de Spring Foo. Et ce qui est intéressant, c'est que on travaille déjà depuis 1 an dessus, et qu'en fait, on a déjà un mécanisme qui est dans le projet Spring Init, qui est un autre projet expérimental qu'on a, qui permet de convertir automatiquement une configuration basée sur les annotations vers une configuration fonctionnelle, et le tout, soit on publie un artefact avec les configurations fonctionnelles, soit c'est quelque chose qu'on fait en live à chaud avec un plugin Maven ou Gradle. Alors voilà, j'avais un problème de mise à jour, excuse-moi. Du coup, donc c'est ce projet Spring Init, donc, qui a été principalement développé par Dave Sayer et Andy Clément, qui permet de faire cette transformation-là automatiquement, et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour pouvoir faire cette conversion automatique. L'autre partie, c'est pour la partie DSL. La partie DSL, donc l'API public. Là, encore une fois, on est en train actuellement d'écrire avec Audrey, avec François, avec Ariane, les différentes DSL. Et Spring Boot continue à évoluer. Et puis, on voit les utilisateurs qui nous demandent le support de telle fonctionnalité ou telle autre fonctionnalité qu'on n'a pas le temps de développer, d'intégrer. Et donc, l'idée, c'est de générer automatiquement ces DSL Jaffu et Kofu à partir des API existantes de Spring Boot, et notamment les classes properties. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce processus de transformation automatique, avec bien sûr une partie qui sera propre à Spring Foo, mais qu'on va dire la déclinaison des différentes DSL soit un process automatique, et qu'on ait toutes les infos côté Spring Boot pour pouvoir le générer automatiquement. Donc c'est un gros challenge, mais l'idée, c'est que avec ça, si on le réussit, et c'est impératif qu'on le réussisse si Spring Foo veut aller aux étapes supplémentaires, c'est une amélioration significative de la qualité, de la maintenabilité et du scope. Ça veut dire que ça devrait vous fournir l'ensemble des capacités de Spring Boot au niveau fonctionnel. Il y aura pas mal de boulot, mais en tout cas, c'est notre cible. Voilà, et donc merci de nous avoir suivis. Donc on a partagé l'adresse du repository, donc n'hésitez pas à venir, à contribuer. Je sais que j'ai des personnes après le talk qu'on a fait récemment qui nous ont demandé à pouvoir contribuer, donc peut-être que, je sais pas, on pourra mettre en place un Gitter, ou peut-être des réunions mensuelles pour qu'on puisse discuter entre contributeurs. L'idée, c'est que c'est vraiment un projet qui est côté Spring, mais expérimental. La communauté est très très importante, et donc n'hésitez pas à venir contribuer et jouer dessus. C'est un projet où on peut s'autoriser des choses qu'on ne s'autorise pas d'habitude sur les projets Spring, et donc là on a pas mal de liberté. Et bien voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la partie Q&A? Alors je ne t'entends pas, Horacio. Vous entendez Horacio, il y a un problème de micro. Oh, pardon, je disais, il y a quelques questions dans les Q&A, et par contre, il vous reste 5 minutes avant de voir les tours suivantes, donc je vous laisse répondre à ce que vous pourrez
Ok, alors première question sur comment on explique les gains d'efficacité aussi importants. Je vais peut-être la prendre celle-là. C'est principalement par le fait que tout ce qu'on déclare est explicite. C'est-à-dire que Spring Boot, il fait le meilleur job possible pour essayer de deviner ce que vous voulez utiliser ou pas. Mais il y a des limites à cette approche. Et donc, le fait que là, on n'active rien par défaut, qu'on active uniquement certaines choses, c'est quelque chose qui est très important. Après, la configuration en mode fonctionnel avec des lambdas, ça va un petit peu plus vite qu'avec des annotations, mais c'est pas... voilà. Et l'autre point, c'est que c'est nativement beaucoup plus compatible avec tout ce qui est Native Applications. Donc, voilà, c'est quelque chose... Si vous utilisez des lambdas, en gros, le compilateur native image va comprendre nativement qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et va pouvoir supprimer le code non utilisé de manière très efficace. Ce qu'on appelle le tree shaking. Voilà. Spring Security est utilisable sur Spring Foo. Alors pas encore, mais très prochainement, d'ici la fin de l'année, comme l'expliquait Sébastien, on aura un DSL en plus Kotlin qui est fourni par les gens qui travaillent sur le projet Spring Security. Et puis côté Java, on fournira nous le DSL qui s'appuie sur celui qui est existant. Alors, VMware Pivotal compte-t-il forquer le projet Graal VMCE? A priori, ça n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, on ne nous en a pas parlé, si c'est le cas. Parce que je serai au courant. J'espère. Si les continuations sont équivalentes aux coroutines, les fibres sont-elles le support de calcul pour les continuations en Java? Si ma mémoire est bonne, c'est tout à fait le cas. Sébastien, tu confirmes? Je ne sais pas. C'est ça, en fait. Il me semble que ça s'appuie sur les fibers, justement, pour fournir les continuations. À revérifier, donc, mais je suis à peu près sûre. Eh ben, merci à tout le monde. Merci à vous pour ce super talk. C'était un plaisir de vous savoir avec nous. Et on va donc basculer sur les tables, mais dans 4 minutes, on se voit pour les talks suivantes. Merci encore. Merci. Merci. Au revoir.